Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire avec Nicole Vray. Donc Nicole, bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Nicole. Donc je vous présente, même si beaucoup vous connaissent déjà. Vous êtes docteur ès lettres, historienne, théologienne. Vous êtes hébraïsante et membre de l'Académie de Caen et de Nîmes et membre de la Société d'histoire du protestantisme français. Vous avez écrit de nombreux livres dont on parle régulièrement dans cette émission. Voilà, votre dernier livre, c'était Catherine de Bourbon, mais vous êtes en train d'en préparer d'autres dont nous parlerons dans les temps qui viennent. Aujourd'hui, vous venez pour nous rappeler ou nous faire découvrir ce qu'étaient les sociétés évangéliques et bibliques du 19e siècle en France. Alors, je pense que beaucoup ne connaissent pas ça. Moi-même, je ne connais pas du tout. Oui, c'est un sujet effectivement ou au mieux mal connu, au pire pas connu du tout. Oui. Voilà, et je vous avoue que moi-même qui les ai beaucoup travaillé justement pour ma thèse de théo, on a du mal à s'y référer et se repérer de temps en temps. Donc n'hésitez pas à me poser des questions parce que pas toujours très commode. Oui, alors j'ai une première question, Nicole. Ces sociétés évangéliques et bibliques, c'est pour arriver à mieux cerner le sujet. Il ne s'agit pas des paroisses protestantes de l'époque? Non. Des églises protestantes? C'est protestant, bien sûr. C'est protestant? C'est protestant, mais non. C'est des petits groupes qui étaient à côté? Ça n'a rien à voir avec les paroisses. Ce sont des sociétés S majuscule. Ben, on va voir. Hein. D'accord. On va voir. D'autant plus que, je crois que vous l'avez dit, c'est au 19e. Oui, 19e siècle. Voilà. Mais nous, pour commencer, figurez-vous, on va repartir au 16e. Oui, très bien. C'est juste pour compliquer les choses. Hein. Non, c'est bien, 16e, donc la Réforme protestante. La Réforme et Calvin. Alors, pourquoi Calvin? Oui. Il faudra s'en souvenir tout à l'heure, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Calvin, si vous vous souvenez, sinon je vous raconte en 20 secondes, il était en Poitou dans les années 1530. Très important. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, il était en Poitou dans les années 1530. Il fuit la France en 1534 à cause de l'affaire des placards dont on a souvent parlé. Première grande persécution organisée, etc., etc. Et il fuit d'abord pour Bâle et puis, vous savez, pour Genève. Genève, ça ne marche pas. Il part sur Strasbourg et puis il revient à Genève et il y reste jusqu'à sa mort. Plus résumé, tu peux pas, hein, voilà. D'accord. Voilà. Donc l'affaire des placards dont vous avez parlé, c'était à l'époque de François Ier. Voilà, l'affaire des placards. Les placards sont des affiches antipapistes, virulentes, horribles, agressives, pas possibles, rédigées par des extrémistes huguenots. Voilà, il y a toujours des extrémistes, toujours partout. Voilà, là, ils étaient huguenots, ils avaient été particulièrement maladroits et agressifs. Et donc, François Ier avait déclaré la première grande persécution sur la France entière. Parce qu'il y avait déjà eu des persécutions des bûchers depuis tout le temps, depuis Luther. Mais là, c'est vraiment organisé, voulu, voilà. Et donc, tout le monde fuit. Tout le monde fuit, et donc Calvin était parti lui aussi en Suisse. Voilà. Non, d'abord à Bâle. C'est pas la Suisse, Bâle? D'abord à Bâle, et puis à Strasbourg. Et puis Guillaume Farel l'appelle à Genève. Oui. Il va à Genève, ça se passe mal. Il revient à Strasbourg, où il en profite pour fonder... Il revient à Genève? Non, de Genève, où ça se passe mal. Il revient à Strasbourg. Oui. Il en profite pour écrire l'institution chrétienne, son grande œuvre. Il se marie avec Idelette de Bure. Il fonde l'Église française. Guillaume Farel et les Genevois le rappellent. Il retourne à Genève et là, il y reste jusqu'à sa mort. C'est ça. Voilà, ça c'est juste pour... Oui, c'est vrai qu'on a plutôt l'idée de Calvin à Genève. Et voilà. Mais avant, donc, il est passé en France
parle Poitou. Il est picard, de toute façon. Alors, il est picard au départ. Il est oui. picard. Oui. Et il n'a jamais été théologien ni pasteur. C'est un juriste, Calvin. Oui, c'est juste pour des parenthèses sur Calvin. Hein, oui, voilà. oui. Donc, l'affaire, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il avait vécu dans les années 30, avant l'affaire des placards de 34, en Poitou. Et on va voir pourquoi c'est important. D'accord. Voilà. Ça, et puis l'autre point, alors là, on fait un bond en histoire. On arrive en 1789, Révolution, où toutes les églises sont interdites, catholiques et protestantes. On arrive à 1801-1802, le Concordat, avec Bonaparte, pas Napoléon, il est encore Bonaparte, qui remet tout en vie, en route. Oui. Voilà. Et 1820, autour des années 1820, 15-20, le mouvement du réveil. Voilà. Alors, le mouvement du réveil, il est plus connu, je pense. Alors, le réveil, R majuscule, c'est quoi ? Il y a le mouvement du réveil avec les églises du réveil. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, ce sont les églises qui se réveillent. Oui. Après tous ces interdits qu'on vient de voir, révolution, etc., les églises, les pasteurs, etc., vont se réveiller, catholiques et protestants, hein, tout le monde se réveille, si j'ose dire, et reprend du poil de la bête, et voilà. C'est à ce moment-là que, justement, on va avoir nos premières sociétés bibliques. Donc, nous sommes avec Nicole Vray qui nous parle des sociétés évangéliques et bibliques du 19e siècle. Donc, au moment du réveil de 1820, où il y a un réveil, vous nous dites, chez les protestants comme chez les catholiques. Tous les pays francophones, voilà. Et dans tous les pays francophones, vont être créées les sociétés bibliques. Alors, qu'est-ce que c'est ? La société Bible, oui. Ce sont des sociétés qui vont œuvrer pour diffuser... Alors, lire la Bible, depuis Luther, c'est le grand point de la Réforme. Oui. Il faut lire la Bible dans sa langue allemand, anglais, français, etc. Pas en latin. Et pas en latin. Dans une langue qu'on comprend, oui. Voilà, exactement. Donc, le but des sociétés bibliques, c'est la diffusion de la Bible pour tous. Ah oui. Particulièrement, précisément, les plus défavorisés. Les paysans, les ouvriers, le peuple mal alphabétisé, ou pas alphabétisé du tout. Bon. Et ces Bibles vont être diffusées par des colporteurs. J'aime beaucoup parler des colporteurs, je crois l'avoir dit plusieurs fois. On parle pas assez souvent d'eux parce que c'était des gens qui venaient, des hommes, qui venaient de partout, depuis les anciens militaires, parce que quand il n'y a plus de guerre, jusqu'aux paysans qui n'ont plus de terre, en passant par les pauvres ouvriers qui sont au chômage ou autres. Enfin voilà, ce sont des hommes qui quittent tout et qui vont avoir des ballots, des baluchons, plein de livres, plein de Bibles, et qui vont à pied sillonner les routes et les chemins de France pour distribuer, vendre, si possible, ces Bibles. Alors, ces colporteurs, ils risquent tout. Ils risquent d'abord la grande fatigue, parce qu'en plus, c'est des gens pauvres, voilà. Oui. Marcher à pied des kilomètres et des kilomètres en portant, c'est lourd. Lourd. Il n'y a rien de plus lourd que le livre, tout le monde sait ça. Voilà, bon. Donc, la fatigue, les attentats, comment on dirait, les agressions, les vols, même si les gens ne savent pas lire, les vols sont toujours là. Voilà, donc ils risquent beaucoup. Ils risquent de la police. Très souvent, à l'époque, pour passer de département à département, il faut un passeport. Ah oui. Donc, il faut passer par la préfecture. Donc, on a ou on n'a pas ce passeport. Vous voyez, c'est compliqué. C'est risqué et c'est difficile d'être colporteur. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler d'eux, parce que c'est grâce à eux quand même que ces distributions de Bibles... Oui, c'est ça. Et ces colporteurs, c'était vraiment des gens qui faisaient ça
à cause de leur foi, parce qu'ils avaient envie sûr. que la foi chrétienne soit Exactement. connue. Oui, eux, ils savaient que distribuer une Bible, ils savaient ce que ça voulait dire. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, merci d'insister effectivement sur le courage en plus, vraiment chevillé au corps de. En fait, c'est un petit peu comme des missionnaires, Oui, on pourrait dire, exactement. qui risquaient Voilà. pour eux-mêmes. Ben justement, ça va avec les missionnaires. Merci de la transition, parce que très souvent, ces sociétés bibliques, donc ces colporteurs, travaillaient avec des missionnaires. Ah, voilà. Des missionnaires qui venaient, on ne va pas développer parce que c'est trop long et compliqué, mais qui venaient parfois de Chine et d'Inde, Ah oui. qui rentraient. Donc, ils continuaient leur œuvre de missionnaire, aidés par les colporteurs. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important. Ouais. Voilà. Alors, ces sociétés bibliques, donc on a compris, hein, appelle société, S majuscule, sociétés bibliques qui vivent en autarcie, elles vivent une société vit par elle-même, si vous voulez, avec des dons, avec voilà. Alors, elles sont ou nationales ou régionales, francophones. Donc, par exemple, en Suisse, les premières seront dès 1804. Vous voyez ? En Écosse, dès 1809. Aux Pays-Bas, 1814. Et en France, à partir, c'est une année importante, de 1818. Ah, pourquoi est-ce une année importante ? C'est une année importante parce que c'est la fondation de la Société biblique protestante de Paris. Ah. C'est elle qui donne, je dirais, presque le coup d'envoi des sociétés bibliques nationales, pour le coup. Là, hein. Oui, voilà. oui, là, c'est national. Voilà. Et puis, il y en aura d'autres régionales. J'avais beaucoup travaillé celle de La Rochelle à l'époque, mais il y en a partout. La Société biblique, c'est un groupe de gens qui s'organisent en société et qui va diffuser des Bibles. Voilà, mais après, il faut les acheter et il faut les distribuer par les colporteurs. Donc, il y a tout un réseau autour. Oui. Vous voyez ? Mais Nicole, vous nous dites qu'il y en a partout. Il n'y avait pas des protestants partout en France ? Là, merci, là où il y avait des protestants. Là où il y avait des protestants. Vous voyez, je viens de parler de La Rochelle presque spontanément, puisque La Rochelle, au 19e, elle est protestante. Voilà. Effectivement. Ouais, et dans les Cévennes, dans les lieux, merci de préciser, effectivement, là où elles vont vivre, là où elles peuvent vivre. Donc, nous sommes avec Nicole Vray et nous parlons des sociétés évangéliques et bibliques du 19e siècle. Voilà, dans la suite du mouvement du réveil qu'il y a eu en France à cette époque-là. Alors, donc, c'était des colporteurs et des missionnaires qui étaient envoyés ou qui allaient pour distribuer des Bibles. Voilà. Pour que les gens puissent lire la parole de Dieu. Voilà. Et justement, à propos de colporteurs, merci de revenir là-dessus, parce que j'avais oublié de vous signaler des colporteurs encore plus intéressants, si j'ose dire, les colporteurs bretons. Ah. Je vais vous dire pourquoi. Mais oui, parce que, surtout en Basse-Bretagne, on parle breton. Et oui. Et les Nouveaux Testaments et les Bibles qui arrivent en français, comment on fait ? Mais ne me dites pas que ça a été traduit en breton. Mais si, bien sûr. Mais si, bien sûr, justement. Donc, ils arrivent en breton, ils sont distribués, il y a des gravures, on peut en trouver. Ils sont distribués gratuitement et on voit les hommes sur les charrettes qui distribuent les Nouveaux Testaments en breton. Ah oui. Et là, ils sont aidés, et là, on ne le sait pas assez. Et si vous allez dans le Finistère, autour de Carré ou plus au sud, les gens vont vous dire « Ah ben, on ne sait pas pourquoi, mais il y avait autrefois, il y avait un temple, et puis il y avait une école, et puis il y avait une usine, une petite usine, une fabrique. On disait une fabrique, c'était une petite manufacture, voilà. Et pourquoi ? Mais parce que c'était les missions britanniques. Ah, voilà. Qui étaient arrivés, donc en Basse-Bretagne, et qui avaient évangélisé là où elles se trouvaient, avec évidemment le temple, l'école et la fabrique, voilà, et qui étaient... Et il y a encore ce souvenir. Il y a quelques poches, on se demande pourquoi, mais non, c'est très simple. C'est le 19e, avec le réveil, et avec les missions britanniques qui venaient... Voilà. Donc c'est vraiment des œuvres, d'évangélisation. Alors, d'évangélisation
on va éviter le mot parce que vous allez... Ben oui, parce que vous me mangez à ce moment-là mes sociétés évangéliques. Alors là, on était aux sociétés bibliques. D'accord. Parce Qui qu'en fait, ça diffusent- n'est pas la même chose. Non, justement. Les sociétés Donc, bibliques, c'est Société Bible. biblique distribue la Bible. Bible, Voilà. par les colporteurs, voilà, comme on vient de voir, jusqu'en Dans la Bretagne, en langue, breton, tout ça. Voilà. Française ou bretonne. Voilà. Mais après, on a les sociétés évangéliques. Qui sont aussi apparues à cette même période. Exactement. Et surtout en Suisse. C'est pour ça que là, on va voilà. s'arrêter et qu'on va retrouver notre Calvin de Oui. 1534, de 1530 et 34. Alors, en France, elles sont fondées dans les années 1830 à peu près. Et on va. Alors, la grande différence, c'est que la société évangélique, elle fait, pardonnez-moi de la palissade, de l'évangélisation. Vous voyez, c'est pas Oui. que de la distribution de Bibles. Oui, oui, oui. C'est presque des petites formations avec des catéchismes. Vous voyez, Oui, elle rassemble les gens et elle leur Voilà, donne un voilà, enseignement, en société fait. Un témoignage. évangélique, d'évangélisation. Mhm. Alors, on s'arrête à celle de Genève, et c'est pour ça qu'on va retrouver Et donc Calvin Oui. a eu un rôle là-dedans. C'est pas Calvin qui a eu un rôle, c'est cette société évangélique. Vous allez voir. C'est un suspense insupportable. Insupportable. Alors voilà ce qui se passe. En 31, à Genève, Mhm. oh là là, c'est très, vous savez, en Suisse, hein, c'est pas le canton de Vaud ou les autres. Donc, on a à Genève une société évangélique qui va se créer en 1831. D'accord. Très important, pourquoi ? Parce que cette société évangélique, elle s'inscrit en faux, j'allais dire en opposition, à la vénérable compagnie des pasteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? La vénérable compagnie des pasteurs, elle est depuis Calvin, à Genève, depuis 1541. Comme son nom l'indique, elle est vénérable. Oui, c'est impressionnant ce mot. Hein. C'est impressionnant. Nous, on n'a pas de pape, alors il faut bien avoir quand même une on a autorité. des hommes, et- voilà. Donc Et la donc, vénérable, redites-nous quoi ? Vénérable compagnie des pasteurs. D'accord. Donc cette vénérable, alors vous voyez tout de suite, vous sentez la tradition, Mais oui, l'orthodoxie, l'autorité, hein, l'autorité, vraiment. vous Ouais, sentez bien. ouais. Voilà. Vénérable Ah. compagnie des pasteurs et professeurs. Elle regroupe oui. aussi des professeurs. Et alors, cette vénérable compagnie des pasteurs, un peu et même beaucoup traditionnelle, etc., quelqu'un va s'opposer à cette vénérable compagnie, justement avec la fondation de la société évangélique, Oui. on est toujours à Genève, et c'est quelqu'un qui s'appelle Louis Gossen, G-A-U-2-S-E-N. Il y a quelqu'un d'autre qui en fait partie que vous connaissez mieux, c'est Henri Dunant, Ah, oui. Croix-Rouge. Ah, Croix-Rouge, voilà. Voilà. C'est ça. Il en aura fait partie. Mhm. Alors, ce Louis Gossen, qui est pasteur, il est en conflit avec cette vénérable compagnie parce que lui, il veut casser les barrières, quoi. Voilà. Il va, par exemple, dire que l'important, c'est la Bible et pas les catéchismes. Oh là là! Parce que le catéchisme, c'est écrit par les pasteurs, c'est l'autorité des pasteurs. Vous voyez tout de suite le problème, alors que lui dit lecture personnelle, individuelle et responsable de chacun de la Bible. Vous voyez la grande différence. On peut comprendre le conflit. Oui. Il va créer un culte avec la scène, une école de filles. Une école de filles, bon, Ça il y en avait n'existait pas. déjà, mais Il y en avait. il développe et il va développer aussi une école de théologie, une bibliothèque, Mhm. le colportage, on va y revenir, Ah oui. le colportage avec des missionnaires, non seulement des colporteurs, mais des missionnaires, et ils vont être, si vous connaissez Genève, ils vont s'installer au temple de l'Oratoire. Mhm. Vous ne situez pas. Enfin, Non, voilà. moi je ne Pour sais ceux- pas, mais il pour y en ceux a peut-être qui connaissent. Genève, messieurs, dames, c'était au temple Voilà. de l'Oratoire. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a pris... Et donc lui, c'était un pasteur, mais Oui. qui ne faisait pas partie de la vénérable compagnie des pasteurs. Voilà.
Exactement. D'accord. Et qui, au contraire, s'est opposé, comme vous voyez, qui s'est avec opposé, lecture oui, de la oui. Bible, Et etc. donc, c'est lui qui a créé la première société évangélique ? Il en a fait partie. Il en a D'accord, fait ouais, partie. avec d'autres. Je n'ai pas le fondateur. Oui. Si c'est pas lui, c'est son frère, comme dit la fable, parce Mhm. que voilà. Et donc là, on est en 31, 32. Mhm. À la fois, tout va bien et tout va mal, puisqu'il y a le conflit avec la Oui. Vénérable Compagnie, mais tout va bien parce qu'il se développe et il Oui. est aidé de gens importants comme Henri Dunant, justement. Mhm. Et en 33, on y arrive à notre Calvin, on y arrive. Et en 1833, ils vont, à l'intérieur de cette société évangélique, créer, ça s'appelle un département pour les missions en France. Mhm. Un département pour les missions en France. Donc ça, c'est en quelle année ? 33, 33, oui. 1833. Après. Et ce département, pour les missions en France, avec des colporteurs, des pasteurs, des missionnaires, etc., vont missionner, vont œuvrer. Évidemment, on est en Suisse, donc d'abord près de chez eux, couloir rhodanien. Mhm. Logique. Et voilà qu'on retrouve Calvin. Pourquoi ? Et j'ai retrouvé dans les archives, c'est écrit noir sur blanc, ils vont aussi aller à l'opposé, c'est-à-dire dans l'ouest de la France, Oui. Poitou-Charentes. Pourquoi ? C'est écrit noir sur blanc, j'ai retrouvé dans les archives, parce que j'y ai travaillé 2 ans, bon, en souvenir de Calvin Ah, qui avait prêché et travaillé et étudié en Poitou-Charentes. ah oui. Vous voyez comment Ben, il y a un rappel de l'histoire. Oui, Il oui. faut se méfier de l'histoire. Il y a toujours des oui, c'est retombées ça. là où on ne s'y attend pas. Mm. 1530-34, Calvin en Poitou-Charentes, qui fuit à cause de l'affaire des placards. D'abord Strasbourg et puis Genève. Il s'en va, il revient, etc. On oublie. Mais on n'oublie rien du tout. C'est quand même fou parce que c'est Vous vous 3 rendez siècles compte ? plus tard, en fait. Voilà. Et c'est écrit. Ça veut dire que ça avait laissé des Des bases traces, protestantes Des bases protestantes, bien sûr. Et en eux, Poitou-Charentes. et voilà, et eux, la Société évangélique de Genève, en souvenir du travail de Calvin. leur Calvin Ouais. à eux au XVIe, qui Ouais. avait donc travaillé en Poitou-Charentes, donc ils vont venir évangéliser avec Bible, missionnaires, colporteurs, etc., pasteurs, dans l'Ouest. Et ils vont là travailler, j'allais dire main dans la main, avec, pendant ce temps-là, s'était créée aussi en 1933 une société évangélique de France. Ah oui. Voilà, dans les mêmes buts, évangéliser, etc. Et là, à partir de 1933-1934, ils vont travailler ensemble pour réévangéliser justement tout cet ouest qui avait été dévasté par les guerres Depuis et la Révolution. etc. Voilà. Et alors, je me plais à vous lire... Ça veut dire, Nicole, qu'il y a quand même, oui, des foyers protestants dans l'ouest de la France. Oui. Parce que... Grossièrement, entre La Rochelle et Royan. Oui, c'est ça. Toutes ces petites villes, La Tremblade, etc., Marennes, tout ce que vous voyez il y a encore pas mal Bien de sûr, temples protestants actuellement. Merci les Suisses, parce que précisément, c'est grâce à eux que tous ces temples ont été construits, parfois reconstruits, mais construits avec de l'argent. Il fallait de l'argent pour payer les pasteurs, les missionnaires, oui, etc. c'est ça. Et s'il vous plaît, une seconde, est-ce que je peux vous lire ce qui est dans les archives ? Tout à fait. Ce qu'ils ont écrit, la Société évangélique de Genève, sur ce peuple, ils appellent le peuple d'Onis Saintonge, ils disent « c'est le peuple le plus civilisé que nous nous y attendions. Les hommes savent presque tous lire, mais il n'en est pas ainsi des femmes, car l'on n'envoie guère à l'école que les garçons. » Donc là, on est en 1833. Oui, là en 40. 1840. Les maisons des paysans sont assez... Vous voyez, parfois, ça c'est l'histoire magnifique, avec des sources
différentes. On apprend des choses comme ça. Les maisons des paysans sont assez spacieuses et beaucoup plus propres que dans l'Est et le Midi de la France. Ah tiens. C'est intéressant. Oui. Leur langage est un français assez pur. Ils sont assez intelligents, aimables et bien plus polis que les Limousins et les Provençaux. Je suis désolée, c'est eux qui écrivent. Hein. Oui, oui. Il y a peu de misère et vivent en général dans l'aisance. Donc, vous voyez que les paysans du Poitou-Charentes avaient un niveau déjà un petit peu élevé. Alors voilà, tout ce que je voulais vous dire. J'avais aussi des personnages à vous citer. Henri de Saint-Georges, Jean-Louis Bénignus ou Lucien Desménards, qui a été un des grands connus là, qui a œuvré. Et voilà. Et ça, merci de m'avoir permis d'expliquer ça, parce qu'on n'en parle jamais. On sait mal comment le Poitou-Charentes a été déchristianisé et réévangélisé grâce en grande partie à la Société évangélique de Genève. Voilà. Vous voyez ? Société évangélique de Genève. C'était à raconter, ça. Au 19e siècle. Voilà, merci beaucoup Nicole. Ça nous fait replonger dans cette période de l'histoire où, oui c'est ça, en fait, après la Révolution, eh bien, il y a eu ces renouveaux. Le réveil, évangélique biblique, mouvement du réveil. Voilà. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Ba-ba-d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 a